Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 433e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Rémi David pour son roman Prélude à la goutte d'eau aux éditions Gallimard. C'est une rencontre qui est aussi en partenariat avec le festival Terre de Parole, qui est associé à Vlil à différentes occasions, et notamment avec Rémi David parce qu'il en est l'auteur associé. Ravi de vous rencontrer, de te rencontrer, Rémi. Et donc, bonsoir déjà. Bonsoir Anthony, et puis merci à toi pour l'invitation et merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Alors ce soir, nous ouvrons un livre qui ne tient pas seulement dans nos mains, mais dans notre avenir. Un livre qui porte la mer sous sa langue et le sel dans sa logique. Prélude à la goutte d'eau commence là où beaucoup d'histoires contemporaines s'arrêtent, au bord de la soif, de l'urgence, du commerce des éléments essentiels. Dans ce roman, un géant de l'industrie parvient à arracher un immense iceberg au rivage glacé du nord et à le convoyer vers le sud, en quête d'eau douce à vendre, une marchandise plus précieuse encore que l'or. Le récit suit Samira, juriste passionnée par la défense de la nature, et Éric Dolomont, entrepreneur au raisonnement implacable, dans une course où se frottent les grandes questions de notre époque, le droit, tout d'abord, bien entendu, l'économie, l'extraction et la survie. De Conakry à Casablanca, de Stockholm à Paris, les personnages voyagent à travers des paysages réels et des enjeux qui nous concernent tous. Il y a dans ce roman des corps qui boivent et des mains qui les vendent. Et si l'on devait le résumer en une image, ce serait celle d'une goutte d'eau devenue enjeu planétaire, une goutte qui pèse un monde, qui circule dans des contrats, des ports, des tribunaux et des consciences. Ce roman n'est pas une simple fiction climatique, il est un miroir tendu à notre présent, une épreuve d'écoute de ce que la planète nous murmure à voix basse et parfois affolée. Nous nous approcherons des personnages non comme de silhouettes abstraites, mais comme de figures intellectuelles qui portent en eux des conflits moraux, des contradictions de système et des hésitations profondes. Ce soir, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de nommer les nécessités. Nous chercherons les nœuds où la compassion s'accroche et celles où elle glisse. Nous interrogerons l'éthique des gestes sans tomber dans la pure affirmation, et surtout nous exigerons de l'écriture qu'elle donne à penser, qu'elle pèse ou qu'elle fasse mal. Parce qu'un bon livre n'explique pas seulement, il heurte, il mobilise et fait lever les regards. Alors parlons de ce roman comme d'un instrument de vérité, parfois dissonant, souvent juste. Parlons-en avec la curiosité d'un enquêteur et la tendresse d'un lecteur engagé, que cette rencontre soit la mise à nu polie, mais profonde, d'un monde bien trop sec. Que nos questions, enfin légitimes, fassent trembler les certitudes et ouvrir des brèches. Entamons maintenant la conversation, car la goutte d'eau vient déjà de s'écouler. Bonsoir à nouveau Rémi David. Bonsoir, quel programme, dis donc. Eh oui, eh oui. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses à dire dans ce roman parce que c'est vraiment un roman monde. C'est un roman où beaucoup d'enjeux sont activés, où beaucoup d'enjeux, que ce soit à travers les personnages, que ce soit à travers des thématiques sociales, économiques ou juridiques. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de l'histoire de Rémi David en tant qu'écrivain. Moi, je t'avais découvert avec Lava aux éditions Ah du ok. Tripode. Et je pense que ce livre-là, d'ailleurs, qui est une sorte de longue poésie et qui a des relents aussi, avec Prélude à la goutte d'eau, à mon sens, notamment à travers le milieu juridique, mais pas que, aussi avec ce point qui intervient après chaque mot qui est comme une sorte de butoir qu'on pourrait aussi qualifier de métaphore par rapport à notre écologie, à notre futur environnemental. J'aimerais que tu nous parles de ton histoire en tant qu'écrivain, comment on choisit ces sujets, comment on passe de la poésie à la jeunesse, avec le tyran des mots notamment. Quelle thématique s'offre à toi quand tu décides de commencer à écrire? Alors moi j'ai l'impression que dans le monde des écrivains, mais peut-être plus généralement chez les artistes, il y a un peu deux styles, deux types d'artistes et deux types d'écrivains. Il y a ceux que je vois un peu comme des scaphandriers qui vont se poster à un point et qui, leur vie durant, vont aller toujours plus profond dans leur exploration des choses, dans leur quête artistique, dans leur exploration artistique. Je pense pour ce qui est de la littérature, tu vois, à Annie Ernaux, à Modiano, à Édouard Louis, par exemple, à Beckett, qui leur vie durant vont vraiment explorer des obsessions en quelque sorte et aller toujours plus loin dans cette recherche obsessionnelle quasiment. Et à côté, il y a un autre type d'artiste ou d'auteur
qui va plutôt naviguer d'un continent à l'autre suivant les projets qu'il mène. Et en l'occurrence, ça serait par exemple en peinture quelqu'un comme Courbet, où il n'y a pas grand-chose à voir entre l'origine du monde, ou ses paysages de marine, ou ses grandes fresques historiques. Ça serait au cinéma Stanley Kubrick entre 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, ou le Baron Lyndon. C'est des univers, des histoires complètement différentes. Et moi, donc toute proportion gardée, évidemment, je me sens plutôt de cette veine-là et je me sens plutôt porté par l'envie justement d'explorer d'un livre à l'autre des choses différentes. Et l'écriture, elle pose des enjeux et elle lance des défis qui sont pas les mêmes. En effet, quand on écrit Lava ou quand on écrit un texte pour la jeunesse ou quand on écrit le prélude à la goutte d'eau, et chaque livre, en quelque sorte, est un peu la réponse au précédent. Lava, comme tu le dis, c'est l'histoire d'une femme qui est en déni de grossesse, donc qui donne naissance sans savoir qu'elle était enceinte. Et c'est une expérience qui me paraissait tellement indicible qu'elle devait, à mon sens, passer par une langue, elle aussi étrange, elle aussi particulière. Donc il y a beaucoup de mots inventés dans le texte. La première phrase, c'est Lava ne savait pas qu'elle avait un baba dans le bidus. Donc, on a une grammaire qui est très proche de la nôtre, mais un lexique qui en diffère par endroits. Et c'est une parole qui est hachée, comme tu disais, avec beaucoup de points entre les phrases, mais aussi parfois au milieu de phrases ou au milieu de certains mots. Si je respecte la ponctuation, c'est plutôt Lavanne savait pas qu'elle avait un baba dans le bidus. Et donc, moi, j'avais entendu la voix de cette femme de cette façon, et la ponctuation particulière, elle est venue par envie d'être fidèle à cette voix de Lava que j'entendais. Lava, c'est le nom de l'âge. Même si après, rétrospectivement, on peut toujours dire des choses, on peut dire que la parole difficilement, comme le fait de tomber enceinte était difficile. Enfin, le jugement était lui-même difficile, mais en tous les cas, moi, c'était plus une volonté d'être fidèle à cette voix que j'entendais. Et, et le premier roman que j'ai publié en 2022 chez Gallimard, c'est une langue très différente de celle de Lava, et c'est une forme de défi aussi que je me lançais à moi-même, même si Lava était classée en poésie d'une femme qui explique, qui raconte cette expérience, qui s'en explique devant un tribunal imaginaire, et que d'apparaître, j'ai publié en 2022, on est sur une langue que je voulais beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus fluide pour rentrer dans l'histoire en souhaitant que rien ne fasse accès justement à l'histoire que je souhaitais raconter. Et le prélude à la goutte d'eau, il est plutôt dans cette veine-là, dans la veine du roman précédent qui s'appelait Mourir avant que d'apparaître. Mais tout ça pour dire que d'un livre à l'autre, j'aime bien explorer des choses, des ambiances, des histoires différentes. Et en l'occurrence, si je parle des deux derniers romans, effectivement, la langue, je pense, le style est assez proche. Et en même temps, le parti pris est très différent puisque le roman Mourir avant que d'apparaître, il est inspiré d'une histoire vraie qui se déroule dans la France des années 60 et qui est l'histoire d'amour entre Jean Genet, écrivain consacré d'une quarantaine d'années, et son aventure à la fois artistique et amoureuse avec un jeune garçon qui s'appelle Abdallah Bentaga et qui est un artiste de cirque dont Genet va faire un funambule. Et là, avec ce livre dont on va parler ce soir, Prélude à la goutte d'eau, on est dans toute autre chose puisque c'est un récit d'anticipation qui se déroule entre 2060 et donc du coup qui pose pas les enjeux du tout de la même façon que l'écriture d'un livre inspiré d'une histoire vraie. Exactement, alors j'allais y venir, mais au-delà de ça, tu es aussi magicien. Et alors là, à chaque fois quand je découvre cette histoire-là, à chaque fois, je me dis que c'est aussi une métaphore d'écrivain. On dit souvent que les écrivains sont des magiciens des mots. Là, pour le coup, tu es magicien réellement dans la vie aussi de tous les jours. Tu as fondé une association qui s'appelle Magis peut-être, qui propose des spectacles, des ateliers auprès de populations en grande difficulté. Euh, Quel lien tu peux tisser justement entre tirer un iceberg comme un magicien? Finalement, il y a aussi quand même cette métaphore-là qui est quand même extrêmement, enfin, en tout cas qui m'a frappé quand j'ai découvert ton parcours, et le fait de tirer comme si c'était tout à fait logique un iceberg jusqu'au Maroc. Bref, quel lien tu tisses entre ces deux formations, entre l'écriture d'un côté et la magie? Est-ce qu'il y a des liens qui se tissent entre ces deux formations, ces deux métiers? C'est rigolo parce que je l'avais pas envisagé comme ça par rapport à l'iceberg, mais c'est vrai que la magie, ça vient changer le cours habituel des choses et ce qu'on connaît du réel. Effectivement, on va mettre un stylo dans sa main
on va refermer la main et on va la rouvrir, le stylo va disparaître. Et donc le cours habituel des choses, on s'en trouve changé. Et effectivement, il y a quelque chose de que j'avais pas pensé comme ça, mais qui peut s'y rapporter dans le fait de tracter un iceberg, où ce qu'on pensait connaître du monde se trouve un peu déréglé dans cette pratique que va mettre en place Éric Dolomont, qui est un des personnages du livre. Mais pour te répondre, il y a un moment de ma vie où la magie et la littérature étaient un peu à égalité en quelque sorte. Je faisais beaucoup de magie, j'allais très régulièrement justement en mission dans le cadre de cette association que j'ai fondée où on a développé la magie sociale avec une quinzaine de magiciens en proposant bénévolement donc des spectacles et des ateliers de magie à des populations qui manquaient pour le coup cruellement d'enchantement. Et aujourd'hui, la magie reste très importante pour moi, mais la littérature a vraiment pris une place plus grande dans mon quotidien. Et j'aborde la magie aussi par la voie de la littérature. J'ai écrit 3 livres sur la magie. Un qui est une anthologie de textes qui s'appelle Le goût de la magie au Mercure de France et qui rassemble une quarantaine de textes d'auteurs et d'autrices au sujet de la magie. Une petite biographie aussi chez Actes Sud Jeunesse qui est sortie il y a 2 ans et qui est consacrée à un magicien américain qui s'appelle James Randi, qui est un magicien très connu aux États-Unis, très peu connu en Europe et qui était un manipulateur par excellence dans son métier, mais qui a consacré sa vie à dénoncer les manipulations, le danger des sectes, le danger des faux médiums, le danger des médias qui ne vérifiaient pas leurs sources, des fake news, même s'il n'y avait pas le terme encore à cette époque, mais c'est vraiment le combat qui l'a animé, d'où le titre Non à la manipulation, James Randi, Non à la manipulation. Il y a un essai aussi qui était paru chez Autrement qui s'appelle Philosophie de la magie et qui est une réflexion à la fois pour essayer de mettre des mots sur ce que c'est que faire de la magie, si on essaye de poser des concepts sur cet art qui fascine depuis des siècles et qui est, je pense, le seul endroit où on paye en quelque sorte pour demander à être trompé, demander à être dupé, dans la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est une observation avec l'œil du magicien du réel contemporain et où j'essaye de montrer que d'un point de vue technique, dans le domaine médiatique, dans le domaine historique avec les négationnistes, dans le domaine du marketing, on a vraiment la même chose qu'un magicien qui réaliserait un tour de magie, sauf que on n'indique pas au public qu'on est en train de le tromper, qu'on est en train de le manipuler. On prétend délivrer une information ou présenter une analyse historique. Alors que en termes techniques, c'est vraiment les mêmes techniques de manipulation qui sont mises à l'œuvre. Alors, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec cet iceberg tracté qui est adapté d'une histoire vraie. On peut en parler, ça, on est d'accord, Rémi, même si Ouais, c'est en un... fait, ça fait depuis les années 70 que c'est un peu dans l'air du temps. Si tu veux, moi, j'avais envie d'écrire sur l'eau pour ce livre-là. J'avais cette envie d'écrire sur l'eau, donc j'ai mené beaucoup de recherches pendant quasiment 2 ans en lisant tout un tas de choses sur la thématique de l'eau, la gestion de l'eau en France, par la ville de Paris, au Royaume-Uni, en Argentine, en Iran, en Guinée. Et je me suis un peu noyé, si je puis dire, dans ces recherches parce que le sujet, il me semble fascinant. Et j'étais porté vraiment par cette curiosité. J'allais à saut et à gambade, comme dit Montaigne, d'un sujet à l'autre, d'un livre à l'autre. Mais au bout de 2 ans, j'avais pas du tout d'histoire, j'avais pas du tout de personnage. Et mon projet, moi, il était vraiment un projet de fiction romanesque. Et c'est embêtant de ne pas avoir ni de personnage ni d'histoire quand on veut écrire un roman. Et complètement par hasard, au bout de ces 2 ans, au volant de la voiture, j'entends une émission à la radio. Et c'est assez souvent au volant de la voiture, moi, que j'ai des idées qui viennent ou des choses que je vais entendre complètement par hasard qui vont résonner. Et j'entends un prof à AgroParisTech qui s'appelle Bruno Parmentier, qui explique que si on voulait, aujourd'hui, on pourrait très bien remonter un iceberg depuis le pôle jusqu'à l'Europe ou jusqu'à l'Afrique pour faire fondre son eau et revendre l'eau de cet iceberg, tout comme on pourrait recouvrir le désert du Sahara entièrement de panneaux solaires. Techniquement, c'est des choses qu'on pourrait faire et la question, c'est de savoir si c'est cette solution ou non qu'on souhaite adopter pour répondre aux problématiques qu'on rencontre. Et cette image de l'iceberg, je lui trouve une force qui est vraiment saisissante. Il y a cette expression où on dit on ne peut pas déplacer des montagnes. Et en quelque sorte, l'iceberg, c'est à proprement parler une montagne de glace. Et là, la démesure humaine va pouvoir techniquement déplacer cet iceberg depuis son milieu naturel, en quelque sorte, vers un autre endroit pour le faire sien et pour revendre son eau. Donc ça me fascine par la symbolique
si forte de cette image. Et à partir de là, je mène des recherches où je m'aperçois que techniquement, effectivement, c'est quelque chose qui est possible à faire aujourd'hui, qui serait possible à faire si on le voulait. Et comme je le disais, depuis les années 70, c'est une idée qui refait régulièrement surface. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que juridiquement, c'était également possible. On peut tout à fait aller au pôle Nord et dire ce gros morceau de glace, cet iceberg, je le fais mien, je mets la main dessus et il est à moi. Parce que juridiquement, il existe un statut de l'eau à l'état liquide. Il y a certaines choses qu'on est autorisé à faire dans les eaux territoriales, qu'on n'est pas autorisé à faire dans les eaux internationales et inversement. Et pour l'eau à l'état solide, l'eau sous forme de glace, c'est vraiment un point aveugle du droit dans lequel va s'engouffrer le personnage de Dolomon pour dire, puisque ça n'existe pas, puisque c'est un impensé, puisque c'est un vide, je peux me saisir de cet iceberg et je peux le faire mien avec son entreprise qui s'appelle la Dolomon Corporation, la Dolco, et revendre l'eau de cet iceberg au Maroc en l'occurrence. Et en plus, ce qui est impactant, c'est que tu n'en fais pas un personnage manichéen. Tout ce qu'il dit, finalement, s'avère plutôt très juste. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a l'impression, quand on lit le livre, on peut très bien tomber sous son charme. C'est-à-dire qu'on peut très bien tomber sous le charme de ses arguments. Ça tombe souvent sous le sens. C'est intelligent, c'est subtil. Ça, évidemment, à chaque fois, il se glisse dans le vide juridique, certes, mais ses arguments tiennent la route. Et c'est aussi ce que tu voulais, j'imagine, démontrer. Oui, je voulais. D'abord, je pense que la littérature, contrairement à un pamphlet, par exemple, ou à un essai qui serait là pour affirmer une voix très clairement et une idée, je pense que la littérature, elle est plutôt là pour questionner. C'est l'image de Stendhal, vraiment, que je trouve juste sur le miroir qu'on promène le long du chemin pour parler d'un livre. À mon sens, ce fameux miroir stendhalien, il est là pour réfléchir le monde dans lequel on est, mais aussi pour faire réfléchir sur le monde dans lequel on est. Et je pense que, en tous les cas, moi, en tant que romancier, je souhaite surtout poser des questions plus qu'apporter des réponses. Même si je pense que dans ce livre, je n'avance pas masqué et que le lecteur voit très bien mon positionnement par rapport à certains des personnages. Mais effectivement, c'était important que Dolomon, donc, qui est l'antagoniste du livre, parce que face à lui, il y a une jeune juriste spécialiste des droits de la nature qui s'appelle Samira Diakité, et on vit quand même les choses beaucoup du point de vue de Samira. On suit dans le livre l'histoire de Samira. Donc, il n'empêche que Dolomon, c'est en quelque sorte mon méchant dans le livre. C'est l'antagoniste de Samira. Et en même temps, comme tu le dis, il va exposer des arguments qui vont nous faire réfléchir des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et qui peuvent nous paraître justes, parce que les choses, à mon avis, sont rarement toutes noires ou toutes blanches. Et Dolomon, je l'ai écrit un peu en ayant en tête Bernard Tapie aussi. J'avais vu la série Netflix sur Tapie. J'avais, à partir de là, regardé aussi un documentaire de Mediapart qui était plus critique que la série sur Tapie. Mais en tous les cas, il avait ce côté-là, Tapie, je crois, d'être un homme d'affaires, magouilleur par excellence. Et on sait qu'il a trempé dans tout un tas de magouilles et de manipulations pour en tirer profit avec ses entreprises ou à titre personnel. Mais n'empêche que quand on l'entendait, même en sachant ça, quand on le revoit les images et qu'on le voit sur les plateaux, il a un côté tellement charismatique et tellement séduisant qu'il en devient convaincant. Et il était une des personnalités préférées des Français très régulièrement. Et Éric Dolomon, je voulais qu'il ait ce côté-là. Même si on peut lui reprocher d'être à la tête d'une entreprise, de proposer des solutions, non pas pour répondre à la question du manque d'eau, des populations qui ont soif, mais pour faire encore plus de profit avec son entreprise ou pour se poser en quelque sorte en sauveur de l'humanité. Je voulais qu'il puisse être perçu avec une image très positive globalement dans les médias. Il en possède certains aussi, comme Bernard Tapie possédait certains médias. Et je voulais qu'il y ait un peu cette ambiguïté-là. Et contrairement à Tapie, pour le coup, Éric Dolomon, c'est quelqu'un qui est très lettré, qui est un passionné de littérature, qui aime beaucoup à citer des poèmes, des auteurs pour agrémenter toutes les interviews qu'il va donner. Donc là, ça diffère pas mal du personnage de Tapi, mais plus en termes de positionnement. C'était comme ça que cet arrière-fond un peu que j'avais en tête pour l'écrire.
Alors c'est vrai que alors, j'aurais pas forcément pensé à Bernard Tapie, mais c'est vrai que c'est juste. J'aurais davantage pensé à Elon Musk, à Donald Trump même à l'époque quand il était entrepreneur. Alors eux non plus ne citent pas des grands poètes. Ça c'est sûr, ça a l'air d'être une constante chez ce genre d'individu. Mais on voit en effet se décanter sa toile mentale sur les individus, sur les sujets. Et de l'autre côté, on a donc, on va parler clairement d'aussi de cette association l'Axolotl. Et évidemment, quand on n'a pas lu le livre, on ne peut pas comprendre toutes les photos de t-shirts que vous portez encore ce soir. J'ai Évidemment, un peu quand on lit le coupé mon roman, axolote, voilà, il est désolé. là. Il est là. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce nom finalement, de cet animal qui porte le nom de l'association qu'ont Samira et Meriem pour une sorte de cabinet de nouvelle association contre Éric Dolomont, qui va donc porter le combat justement contre cette entreprise d'iceberg. Racontez-nous cette histoire, comment on s'inspire de ça finalement, quels sont les prismes que vous vouliez mettre en place. T'es passé au vouvoiement alors que tu m'as dit qu'on se Oh, tutoyait tout à pardon, l'heure, c'est l'habitude. mais je te réponds quand même. Je dis juste un mot avant de te répondre, si tu veux bien, sur l'axolotl. Ce que tu disais sur Elon Musk ou Trump, c'est pas forcément les figures qu'effectivement j'avais en tête au moment de l'écriture, mais l'écriture, elle remonte quand même à 2019, l'origine de ce projet, où on parlait quand même beaucoup moins d'Elon Musk à ce moment, je crois. Mais ça n'empêche que ce que tu disais était très juste. Et Dolomon comme Musk, par exemple, ce sont deux hommes d'affaires à la tête d'empire et qui sont des technicistes, qui sont persuadés que la solution, quel que soit le problème rencontré, elle viendra de la technique et qu'on pourra répondre par la technique aux problèmes qu'on rencontre, que ce soit le problème de la soif et du manque d'eau dans le cas de Dolomon, ou l'habitabilité même de la Terre avec Elon Musk, qui est persuadé, sincèrement, hein, je crois, qu'on peut aller sur Mars et avoir une planète B, comme il dit, et s'en emparer une fois que la Terre ne sera plus vivable. Et quant à Trump, alors Trump, le livre est sorti le 15 janvier 2026, le prélude à la goutte d'eau, et quelques jours plus tard, il y a eu le sommet de Davos, et à ce moment-là, Trump était sur la médiatisation de la question du Groenland. Et moi, ça m'a marqué la formule qu'il a eue à Davos, justement, de dire We want a piece of ice. On veut un gros morceau de glace. Et ce que j'avais envisagé comme un récit d'anticipation, en quelque sorte, quelques jours après sa sortie, Trump me le transformait en roman réaliste. Et c'est vraiment le parti pris que j'ai eu dans le livre. À mon sens, il ne s'agit pas d'une dystopie, il s'agit vraiment d'une anticipation en poussant juste un tout petit peu plus loin quelques leviers, quelques éléments du monde dans lequel on est. Mais on est quasiment déjà dans le monde d'aujourd'hui, même si de facto, personne n'a encore tracté un iceberg depuis le pôle jusqu'au Maroc. Et quant à l'axolote, pour te répondre quand même, c'est cet animal effectivement que je porte sur les t-shirts, et c'est le nom que Samira et Myriam, qui sont les deux personnages pardon, qui vont s'opposer à Dolomon, choisissent pour nom de leur cabinet d'avocats. Et axolote, ça veut dire serviteur de l'eau en aztèque. C'est un petit animal assez fascinant qu'on trouve à l'état sauvage dans un seul endroit, un seul lac du Mexique, et qui a tout un tas de caractéristiques étonnantes. Par exemple, il reste enfant, adolescent, sa vie entière, sauf s'il sort de l'eau, où là, il va se développer, devenir une salamandre. Mais sinon, il a cette particularité de rester adolescent, enfant, toute sa vie. Et il a au moins une autre particularité fascinante, c'est qu'il peut régénérer ses organes. Donc, si on lui coupe une nageoire, il pourra faire repousser cette nageoire. Si on lui arrache un œil, il pourra faire repousser cet œil. Et il fascine les scientifiques, notamment pour cet aspect. Et dans le livre, en tous les cas, du fait de son nom, serviteur de l'eau, donc c'est le nom que choisissent Myriam et Samira pour leur cabinet, et ça devient vraiment l'emblème de la résistance à Dolomon dans le texte, l'emblème de toutes celles et tous ceux qui veulent défendre la nature en considérant qu'on ne peut pas laisser les logiques de prédation, d'appropriation de la Dolomon Corporation mettre en œuvre et qu'il faut résister justement à ces logiques-là. Alors sur la période justement, il y a trois chapitres, 2050, 2040, donc un saut dans le passé et ensuite 2060. Il y a à l'instant, tu disais que finalement, c'était pas forcément une dystopie, ça allait peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense. Pourquoi tu as fait ce choix-là de te transposer finalement 20 ans, à peu près dans 20 ans,
Même si en 2040, il y a peu de choses qui sont encore faites, on est davantage sur 2050, entre 2045 et 2050, c'est là où les plus grosses évolutions sont décrites dans le livre. Pourquoi ce saut temporel précis et qu'est-ce que ça t'autorise aussi à travers les recherches actuelles qui sont déjà en place et qui vont sûrement voir le jour à N+10 ou N+15. Oui, effectivement, je pense pas que ça soit une dystopie. Une dystopie, pour moi, on est dans un réel qui est beaucoup plus noir et beaucoup plus totalitaire encore que celui dans lequel on est. Je pense tout de suite à La Servante écarlate, par exemple, dans la dystopie où on a quand même, dès qu'on sort, la possibilité de tomber sur des gens pendus dans la rue. On n'en est pas là encore. Et sur la situation des femmes, on n'en est heureusement pas là encore aujourd'hui. Alors, Et donc, c'est en ce sens que je parle. il me semble Ouais. même, Rémi, que sur la Servante écarlate, tout ce qui est dit dans le livre est déjà apparu une fois, au moins dans le monde. Ça veut donc dire qu'on est déjà là-dessus, en réalité. Ok, ça je savais pas qu'elle l'avait écrit de cette façon-là. Mais par rapport à notre monde occidental ou par rapport à la France, en tous les cas, qui est le pays dans lequel s'ouvre le livre, on n'est pas exactement encore à cet endroit-là. On est juste un tout petit peu plus loin de l'aujourd'hui et de l'ici et maintenant. Et moi, ce choix-là, il m'offrait une liberté narrative. C'est vraiment pour des raisons de narration que j'ai fait ce choix. Ça m'offrait une liberté. Je voulais parler dans la deuxième partie, par exemple, de la façon dont on va retenir, à mon avis, comme on le fait déjà beaucoup, les migrants climatiques de l'autre côté de la Méditerranée. Je voulais que mon personnage principal, Samira, qui est originaire de Guinée, soit vraiment contrainte de quitter son pays où elle ne peut plus vivre. Et c'est presque le cas, mais c'est un tout petit peu plus loin et ça m'offre cette liberté narrative en mettant en place des choses qui sont pas encore tout à fait installées, qui sont dans l'air du temps, mais qui sont pas installées, par exemple, pour ce tractage d'iceberg, qui sont pas encore installées sous forme de bidonvilles aux alentours d'Agadir pour loger les migrants climatiques comme on le trouve dans la deuxième partie du livre. Et ça m'offrait vraiment de pouvoir me libérer des faits actuels pour cristalliser encore en quelque sorte un certain nombre de choses et avoir pleine liberté narrative. Alors, j'aimerais qu'on parle évidemment de Samira parce que tu as raison, c'est pas la narratrice puisqu'il y a un rapport très omniscient sur tout le livre, mais c'est la personnage principale clairement du livre puisque elle va même prendre la place entre guillemets de Meriem puisqu'elle va porter le combat finalement à la place de son N+1 là aussi. Donc elle démarre finalement de manière beaucoup plus en retrait. Elle est totalement bouffée par son travail, par tout ce qu'elle doit faire pour son N+1. Elle va y perdre également son couple avec Antoine. Antoine qui a quand même de sacrés points communs avec toi, mais peut-être que tu nous en diras davantage, je ne sais pas. J'ai en tout cas vu une ressemblance particulière avec ce personnage-là. Euh, mais cette femme-là, elle incarne aussi la résistance, la lutte de manière juridique. Alors on sait qu'aujourd'hui le droit, ça peut être un levier, mais c'est pas toujours le cas. Clairement, le droit prend une part capitale dans le livre et pose des questionnements, notamment sur les vides juridiques et sur les mots, sur le pouvoir des mots, ce qui rejoint le tyran des mots, notamment ton ancien livre. Et j'ai trouvé que les liens étaient plutôt extrêmement forts. Mais j'aimerais que tu nous parles d'elle en tant que figure de proue, figure extrême de résistance, qui en même temps dit qu'avec une petite association, ça peut quand même germer, ça peut faire beaucoup de bruit, alors qu'on pourrait penser qu'il faut, pour déplacer des icebergs, un petit peu plus de monde que cela. Oui, Samira, c'est donc comme je le disais, c'est une réfugiée climatique d'abord, qui est originaire de Guinée, qui va passer par le Maroc avant d'arriver en France. Donc elle porte vraiment la question des enjeux climatiques dans son histoire et dans sa chair même. Et c'est une militante, c'est quelqu'un qui a la conviction que dans l'engagement, on va pouvoir changer le cours des choses, contrairement à Antoine, qui est son compagnon, qui lui, Antoine, se sent tellement impuissant, comme beaucoup d'entre nous, en effet,
par rapport à la force des lobbies, par rapport au système tel qu'il est organisé, et voit pas très bien comment s'y prendre s'il voulait changer quelque chose. Donc il admire ce militantisme de Samira, mais il ne l'éprouve pas, lui, il ne trouve pas l'énergie de pouvoir se dire je vais m'engager en croyant sincèrement pouvoir faire bouger les lignes et changer le monde en quelque sorte. Et il a l'impression, si je réfléchis un peu à ce personnage d'Antoine, qu'il qu'il a besoin de temps en quelque sorte pour s'approprier un sujet, pour savoir quoi penser de tel ou tel sujet, et qu'à peine a-t-il le temps de faire sien une problématique que le sujet est déjà complètement évacué par un autre et qu'il faut à nouveau réfléchir, se dire est-ce qu'on est pour ou contre tel sujet, et donc il se sent en permanence un peu à côté des choses et dépassé, et je voulais qu'il puisse incarner ce qui me semble être une réalité pour pas mal de gens, en tous les cas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et pas mal d'entre nous aussi. On ne sait pas, même si on reconnaît l'absurdité de certains comportements, la folie vers laquelle on va parfois, comment est-ce qu'on peut lutter et empêcher ça? C'est les questions que pose Antoine, là où Samira, elle porte un combat. Et donc, du coup, elle est beaucoup plus moteur en termes d'action dans le livre, puisqu'elle fait des choses, là où Antoine est plutôt passif et laisse couler les choses sur lui-même. Et elle a cette conviction, effectivement, que c'est par le droit qu'elle va pouvoir piéger Dolomon et l'arrêter dans sa course. Et donc, toute la première partie du livre, tout le début du livre, elle cherche par tous les moyens une faille juridique pour l'empêcher de tracter cet iceberg et l'arrêter dans cette course folle vers le profit. Et puis la question juridique, c'est celle-ci, c'est est-ce qu'un iceberg peut avoir la personnalité juridique aujourd'hui? On sait que les animaux ont connu au Moyen Âge notamment des procès, ils allaient justement dans des procès, ils miaulaient, ils aboyaient pour tout simplement se défendre, ce qui paraît absurde, mais ça s'est vraiment passé en France notamment. Aujourd'hui, est-ce que un enfant, alors dans le texte, les enfants sont rapprochés au niveau de l'iceberg pour cette responsabilité légale des parents. Là, pour le coup, on pourrait dire que l'association Axolot serait le garant de cet iceberg-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que tu es le premier à l'avoir mis aussi en évidence à travers la littérature, puisque tu t'es aussi appuyé sur différentes recherches, on en reparlera juste après. Mais j'aimerais que tu nous parles c'est plus qu'un vide juridique, c'est une nouvelle façon de penser aussi la personnalité morale de la nature, la personnalité morale et juridique de ce qui nous entoure. Est-ce qu'ils ont le droit aussi d'avoir des défenseurs? Et ça, clairement, c'est la première fois que je le lis aussi brillamment écrit en réalité, parce que au-delà du sujet, tu as réussi à traiter les personnages dans leur ensemble, leurs états d'âme, leur état d'esprit, et de l'autre côté, c'est extrêmement bien écrit. Ça veut dire qu'elle est donc les trois, le triptyque magique, là pour le coup, c'est pas un numéro de magie, c'est du talent et du travail. On a d'un côté les personnages et finalement toutes leurs caractéristiques, de l'autre côté, on a un sujet juridique, moral extrêmement puissant. Et enfin, on a cette qualité d'écriture, ce style qui nous fait tenir sans aucun problème de bout en bout. Ce problème juridique-là, j'aimerais que tu y reviennes pour expliquer peut-être à ceux qui ne l'ont pas encore lu en quoi il est important aujourd'hui parce qu'il va sûrement faire des petites choses plus tard et que le droit évolue constamment et que l'IA aujourd'hui est aussi dans le même vide juridique et que ça va arriver, même si déjà aux États-Unis c'est déjà le cas. Pour le coup, qu'est-ce que tu voulais aussi faire germer dans la tête des lecteurs? Bon, moi, je te propose qu'on s'en tienne là-dessus plutôt. Après une critique dithyrambique, là, je vais me planter. On va plutôt rester sur ta bonne impression. Et merci beaucoup pour les mots que tu viens de formuler sur mon texte. Ça me touche beaucoup. Et il y a au moins un autre livre auquel je pense, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui est un livre de Mathieu Simonet, qui s'appelle La fin des nuages. Donc, il parle pas de la glace du tout, mais lui, il parle de la question des nuages et comment est-ce qu'on peut protéger en quelque sorte les nuages, parce que ça pose les mêmes questions. D'ailleurs, je glisse dans le texte que Dolomon lui-même a détourné le cours des nuages avec de l'iodure d'argent. Mais si on décide de mettre des produits pour faire pleuvoir sur le Soudan plutôt que sur l'Égypte où il aurait dû pleuvoir, ça pose bien sûr des questions géopolitiques
importante. Et on en parlait avec Mathieu justement de cette question des droits de la nature. Grosso modo, que ce soit pour les nuages ou pour la glace, c'est un peu la même chose. On peut les considérer de trois façons différentes. On peut les considérer comme une œuvre d'art, les rapprocher d'un chef-d'œuvre, même si c'est un chef-d'œuvre de la nature humaine, de la nature et non pas de l'homme, en l'occurrence la beauté des nuages ou la beauté des icebergs, et auquel cas il faudrait faire appel au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les protéger. Ou alors on peut les considérer comme un commun, comme une espèce de gros gâteau en quelque sorte, qu'on va ou pas s'autoriser à prendre. Et si on s'autorise à prendre une part, comment est-ce qu'on y est autorisé? Qui a le droit de couper? Qui a le droit de prendre un bout du gâteau? Est-ce que quelqu'un a le droit ou on a le droit, ou est-ce que sous certaines conditions c'est possible ou pas? Donc ça serait la question des communs qui est une deuxième approche possible, mais qui n'est pas non plus celle qui est faite dans le livre. L'approche qui est faite dans le livre, vraiment celle des droits de la nature, et donc ça consiste à considérer les icebergs, mais ça serait vrai aussi si on voulait le faire des nuages, comme des êtres, et donc à accorder à ces êtres des droits, même s'il ne s'agit pas d'êtres humains. Et donc, Myriam et Samira vont se poser comme garantes de ces droits et défendre auprès de la justice les droits de l'iceberg. Alors, on a vite fait, bien sûr, de rire de cette approche en se disant quel sens ça a d'accorder des droits à un être de la nature, un iceberg, il ne peut pas aller voter, on va lui accorder le droit de vote, ça n'a aucun sens. Donc, euh, Et d'ailleurs, elles essayent de choisir une autre approche en essayant de faire passer l'iceberg pour une île, pour un bateau, une épave et même une ZAD. Et ça, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on a un problème juridique, on essaye de trouver un autre postulat, une autre caractéristique légale à lui faire porter. oui, pour que ça marche, parce que c'est dans ce cadre juridique précis qu'il faut trouver la bonne combinaison, un peu comme un puzzle, pour pouvoir gagner l'affaire. Je me suis beaucoup inspiré juriste justement qui a travaillé sur cette question de la glace, et dans cette partie du livre où il s'agit de savoir quel statut lui donner pour pouvoir défendre la glace, c'est beaucoup inspiré de ses écrits. Et le choix en tous les cas que font Samira et Myriam, c'est de dire donc qu'on va accorder des droits à l'iceberg. Et donc c'est toute cette théorie des droits de la nature que je connaissais assez peu et qui m'a passionné à la lecture, qui date au moins des années 70, où il y avait un projet aux États-Unis de Disneyland de couper une forêt comment ça s'appelle, d'arbres. Et du coup, un juriste qui s'appelle Christopher Stone a écrit un texte en 72 de mémoire qui s'appelle Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Et il pose cette question de savoir comment est-ce qu'on peut défendre un arbre si un arbre est menacé. Et à partir de là, il y a tout un courant de pensée qui est né, qu'on présente comme la théorie dite des droits de la nature. Et donc, il s'agit d'accorder des droits à cet iceberg en se disant que certes, c'est pas un être humain, mais il peut avoir des droits, tout comme une entreprise, par exemple, n'est pas un être humain, mais a des droits. On parle d'ailleurs de droits des entreprises et ça ne choque aujourd'hui personne. Et ce que Samira et Myriam rappellent, c'est que le droit, on a souvent tendance à le penser comme une espèce de réalité intemporelle, quoi. Il y a le droit de vote, il y a le droit de ceci ou de cela, alors que c'est lié, bien sûr, à une temporalité, à une société dans laquelle on va construire ce droit, et il n'a jamais existé de toute éternité. Et on pourrait un petit peu simplifier en disant qu'au 19e siècle, il y a eu la conquête des droits économiques. Je pense par exemple aux enfants dans la mine qu'on s'est mis à encadrer. Au 20e siècle, il y a eu les droits sociaux avec la retraite, avec le formidable programme du Conseil national de la résistance à la libération, la mise en place de la sécurité sociale, de la retraite, des congés payés, dès le Front populaire. Et au 21e siècle, on arriverait à cette étape nouvelle dans le domaine du droit, qui est celle des droits de la nature et des droits qu'on accorderait en l'occurrence à un iceberg, mais on peut en accorder aussi à des nuages, à un fleuve, à un lac. Il y a un livre de Camille de Toledo qui vient de sortir qui s'appelle Le droit international pour une internationale des rivières, et qui postule aussi ces droits accordés à des rivières. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et d'un point de vue narratif, ça va porter l'intrigue au début du livre d'essayer d'accorder ces droits
à l'iceberg et de le défendre, de se faire garant des droits de cet iceberg devant un tribunal pour stopper, encore une fois, Dolomon dans cette course folle. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'écriture, notamment de porter cette voix-là d'une multinationale contre cette femme, contre Samira et Meriem, ce David contre Goliath que tu écris? Euh, Est-ce que c'est excitant quand on écrit justement de faire triompher l'une ou l'autre partie? On va pas dire qui va triompher, mais de porter cela comme un acte citoyen en fait. On a l'impression il y a beaucoup d'engagement dans ce livre-là. Oui, ben, déjà sur le choix même de vouloir traiter de la question de l'eau et du manque d'eau, euh, il est présenté sur la quatrième, je crois, ou dans quelques articles comme un thriller écologique. Et on me demande est-ce que tu es écologiste, etc. Je pense qu'on ne peut être aujourd'hui que écologiste si par écologiste on entend le fait de ne pas avoir des ornières complètes sur le monde dans lequel on est et de se questionner, de se renseigner sur l'état du monde en lisant des rapports scientifiques ou des textes de vulgarisation pour essayer de comprendre les enjeux et de voir les choses. C'est difficile de ne pas être inquiet autour de la question de l'écologie, qui me semble une des questions les plus importantes, la plus importante même, puisqu'il en va de la survie de notre espèce et de l'habitabilité de la planète sur laquelle on est. Donc il y avait une envie de coller, même si c'est de l'anticipation, encore une fois, c'est pour refléter le moment dans lequel on est, le monde dans lequel on est. Donc, il y avait probablement une envie par le livre de coller à ces questionnements très contemporains et puis peut-être un peu de les enfermer dans un livre pour les mettre un peu à distance et les observer avec un petit peu plus de recul. Donc oui, ça me semble très important d'aborder ça. Et il y a un côté excitant, un petit peu, oui, c'est vrai, d'écrire un procès, en fait. Et l'écriture d'un procès où la partie A et la partie B vont présenter leurs arguments, qui sera tranché par un juge, chacun et chacune essayant d'être convaincant au maximum. C'est quelque chose d'intéressant, oui, je trouve, à écrire, et ça porte des espoirs et ça porte des actions du personnage et ça a des répercussions dans la vie des personnages. Donc c'est un bon moteur narratif, je trouve. L'approche juridique, en tous les cas, ça a permis un certain nombre de choses dans le livre. Et tout à l'heure, quand on parlait de dystopie, finalement, la dystopie n'est qu'un prisme à travers certains pays, puisque tu le dis également dans le texte, on pense au Gange, ce fleuve-là, au Pachamama, dans différents pays sud-américains également, la personnalité juridique des éléments de la nature, elle existe déjà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu mets aussi en parallèle en disant que il n'y a pas besoin de dystopie, tout est déjà là, potentiellement dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et qu'il faut aussi les écouter. Ma question étant, est-ce que ce livre-là, tu vas réussir à le faire lire à des politiques, à des gens qui peuvent influencer également certaines choses, certaines normes juridiques? Euh, Est-ce que c'est le but? Est-ce que le but est aussi, au-delà d'une histoire, à mon sens, il est d'utilité politique, voire publique, parce que différentes questions sont posées auxquelles on ne pense pas forcément quotidiennement, bon, fort heureusement, parce que parfois ce serait un peu sombre, certes, mais euh, est-ce que ça pourrait déclencher un projet de loi? Alors, je ne sais pas quoi te répondre, que les politiques le lisent. Euh, ça serait bien, peut-être pas Trump, parce que ça pourrait lui donner des idées et de voir ce vide juridique sur les icebergs. Je l'imaginerais assez bien, justement, s'engouffrer dedans et s'approprier très vite un certain nombre d'icebergs. Mais pour te répondre, moi ce qui me beaucoup, j'ai l'impression d'un manque d'imagination dans le domaine politique, justement. J'ai l'impression qu'on reproduit ad nauseam les mêmes formules, les mêmes textes de loi qu'on sait vecteurs d'inégalité sociale, qu'on sait vecteurs d'injustice, qu'on sait dramatiques par rapport aux questions écologiques. Et c'est ce manque d'imagination qui est en quelque sorte déprimant. Et les droits de la nature, du simple fait donc on peut se dire, enfin, ça peut être une bonne idée ou une mauvaise idée, mais du simple fait d'apporter quelque chose de nouveau, rien que ça, je trouve qu'elle est intéressante
de faire un petit pas de côté en se disant, si on regardait les choses différemment, et si on se disait que plutôt que de parler d'environnement, comme on en parle souvent aujourd'hui, on arrête de considérer l'homme ailleurs et au-dessus du reste, on considère vraiment parmi le reste du vivant. Donc ça c'est des réflexions très, très contemporaines, mais surtout, pour le considérer à ce point parmi, on va accorder, au même titre que l'homme a des droits aussi aux êtres de la nature. Et ben cette façon de voir nouvelle, elle me paraît intéressante et du simple fait d'être nouvelle. Alors après, moi, j'écris pas pour que les hommes politiques produisent des textes de loi. Moi, ce qui a porté l'envie d'écriture, c'est l'envie de partager avec les gens une histoire et des questionnements et des personnages. Mais après, c'est bien sûr formidable si ça permet d'avancer et que le livre qui fait partie du monde fasse monde. En quelque sorte, c'est un peu ce qui s'était passé avec Merci Patron, d'ailleurs, le film de Ruffin à l'issue du finalement sont restés debout, ont débattu du sujet et ça avait donné le mouvement Nuit debout, même si ça n'a pas abouti concrètement à beaucoup de choses. Ce moment-là, il était très intéressant de débat, de rencontres et d'envie justement de changer le monde. Mais moi, en tous les cas, quand j'ai mené ces recherches sur l'eau, il y a beaucoup de choses que j'ignorais complètement et qui m'ont passionné dans la réflexion et dans les questions que ça posait. Et je voulais dans le livre qu'au-delà de l'histoire, justement, ça permette de questionner certaines choses qui, moi, m'ont intéressé, où je me dis que ça peut intéresser les unes et les uns, ou les uns et les autres, aussi de se poser ces questions-là. Et d'ailleurs, je Après, reviens. si tu as un réseau de politique, vas-y, fais lire le livre et fais-le voyager au maximum. C'est dans le débat, je pense qu'on peut proposer des choses. Et ça m'a fait aussi penser, parce qu'à un moment donné, le père de Dolomon a créé des quotas d'eau dont le taux variait de jour en jour. Ça m'a fait penser à Marco Mouli avec cette taxe carbone, finalement. Ça existe déjà là aussi. On a l'impression que la dystopie n'est que vraiment un angle, un biais en réalité qui est fictif, ou comme une sorte de déni en fait qu'on pourrait s'imposer. Mais tu vises juste. Et en fait, j'aimerais savoir. Est-ce que c'est un livre angoissé? Est-ce que quand on écrit un tel livre, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par révolution, entre guillemets, avec des gros guillemets? Mais pourquoi on écrit un tel livre? Est-ce que c'est pour faire réagir ou au contraire, c'est pour se libérer de cette peur-là, de cette angoisse? C'est avant tout pour partager une histoire, Ok. avant toute chose. Et après, il est porté par ces questions-là, mais je ne pense pas que ça soit un livre pessimiste où on dit, où je laisserai penser, et je ne pense pas que c'est foutu de toute façon, et qu'il n'y a plus rien à faire, et qu'il faut laisser tomber. Et il y a un certain nombre aussi de ports, de solutions qui sont évoqués. Donc je ne pense pas qu'il soit euh, qu'on en ressorte en étant déprimé par la lecture. J'espère pas, en tous les cas, j'espère qu'on est porté par d'autres choses, même s'il y a des questions et des enjeux qui sont tels que suivant les solutions qui seront adoptées, effectivement, ça peut aller vers le pire, tout comme ça peut aller vers le meilleur. Mais il s'agit justement d'en faire quelque chose d'intéressant, de ce moment de l'histoire dans lequel on est. Donc, Il est en effet est-ce que pas. ça répond à ta question? Ouais, ouais, non, en effet, il Oui. n'est pas du tout déprimant. Bien au contraire, il n'est pas déprimant. Sandra, c'est à toi. Mais cet axolote pourrait devenir l'emblème justement comme dans le livre, de nous toutes et Une tous qui lutte. voudrions nous emparer de ce sujet en disant on ne peut pas laisser faire quelques-uns, quelques milliardaires et décider de l'ensemble de notre avenir en commun et de celui des générations futures. Et le personnage, par exemple, de Samira, s'il existait aujourd'hui, il aurait 5 ans et demi. C'est l'âge de ma fille. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi un autre enjeu, c'est de savoir aussi quel monde on va laisser à nos enfants, et moi très concrètement à mon enfant, dans quel monde est-ce qu'on va les projeter dans quelques années. Et nous, on est encore en position de pouvoir faire quelque chose, et j'espère qu'elles n'auront pas à vivre dans le monde que j'évoque dans le livre, même si, encore une fois, il est très proche de celui dans lequel on est déjà. Sandra, c'est à toi. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Rémi. Euh, Bonsoir, Sandra. bonsoir. Alors, je suis en cours de lecture de votre roman et c'est passionnant. On voit bien que dans cette anticipation, finalement, la société a peu changé. Moi, c'est ça ce qui m'a frappé. Et notamment, je voulais aborder avec vous la partie plutôt sensationnaliste, sensationnelle. Voilà, ce besoin, en fait.
de quelque chose d'immense à chaque fois. Je voulais savoir si ça avait été déterminant dans votre choix narratif d'utiliser l'iceberg et pas pour autant utiliser ces nuages qu'on fait chimiquement pleuvoir, parce que c'est moins sensationnel, même si c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'était important pour vous qu'il y ait ce côté mastodonte, en fait, lié à l'iceberg, qui fait venir les foules, finalement, et qui est assez... enfin, qui est un écho en fait à notre société aujourd'hui. Plus c'est gros, plus on se jette hein, finalement sur l'image voilà, qui est face à nous. Voilà, je voulais savoir si ça avait été déterminant et s'il fallait que ce soit quelque chose d'énorme finalement dans votre choix de narratif et dans la tension aussi que ça pouvait créer. Eh bien, merci pour votre question. Je réfléchis, je ne sais pas si j'ai complètement la réponse. Je pense que j'ai d'abord connu cette possibilité avec les icebergs avant même de savoir la question des nuages et de ce qu'on pouvait faire avec l'iodure d'argent sur les nuages. Donc, je suis vraiment partie de cette question-là. Et effectivement, ça m'intéressait l'aspect spectaculaire, notamment pour la scène d'ouverture. J'ai je suis très admiratif, par exemple, de l'écriture de Pierre Lemaître pour tout un tas de raisons, mais aussi pour ces scènes d'ouverture qui sont très fortes. Je pense à Au revoir là-haut, je pense aux couleurs de l'incendie. Enfin, quasiment tous ces livres ont une scène d'ouverture très forte. Et je voulais avoir une scène où il y ait quelque chose d'un peu spectaculaire et aussi mes personnages principaux soient rassemblés dès cette scène d'ouverture. Donc, ils ne le sont pas tous au même niveau, mais ils sont tous là, si on parle en tous les cas, de Dolomon, de Samira et d'Antoine. Donc je pense que ça aurait pu être les nuages, parce que c'est aussi très spectaculaire de pouvoir, j'imagine les avions qui vont mettre l'iodure d'argent, le nuage qui va changer de forme, etc. Ça aurait pu être une très belle scène d'ouverture. C'est pas celle que j'ai choisie, mais peut-être que c'est pour l'aspect encore plus spectaculaire de l'ouverture. Je ne sais pas vous dire exactement. Parce qu'il y a ce côté aussi un peu bête de foire, j'ai trouvé, parce que vous le personnifiez d'ailleurs, hein, cet iceberg, et j'ai trouvé qu'il y avait ce côté bête de foire qui est quand Ouais, même, qui a toujours été apprécié par les humains finalement, ouais, ouais, tout à fait. depuis la nuit des temps. Donc voilà, ça m'a interpellée de savoir si effectivement, mais c'est peut-être un choix inconscient hein, finalement. Oui, peut-être. Et alors, effectivement, Dolomon, je dis de lui qu'il a déjà, par le passé, fait pleuvoir avec ces techniques les nuages. Et donc, dans sa construction, son imaginaire, je pense que le fait de s'accaparer un iceberg, c'est encore plus spectaculaire et encore plus loin dans ce qu'on peut proposer, en effet. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant, Rémi, que tu nous lises le Ah, premier extrait que tu as choisi. Voilà. 3, 2, 1. Et c'est bon. Parfait. À toi, Rémi, pour le premier extrait. alors, le premier extrait que j'ai choisi, ça rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure sur la question du droit, justement, et des avancées sur les droits de la nature. C'est au chapitre 10 de la première partie. Le monde entier scrutait l'hexagone, l'iceberg jouant le rôle d'un immense compte à rebours, un sablier de glace. Mais la question posée au juge n'était pas des plus simples à résoudre et revenait ni plus ni moins à se demander à qui appartient la nature. Lui attribuer des droits était en France, en 2050, un concept encore nouveau. L'Équateur, depuis plus de 40 ans, reconnaissait dans sa constitution celle qu'il appelle la terre-mère comme un sujet de droit. La Bolivie, dès 2010, avait mis en place la fonction de défenseur de cette terre-mère. 7 ans plus tard, la Nouvelle-Zélande avait accordé la personnalité juridique à la rivière Wanganui. La même année, en Inde, la Haute Cour de justice de l'État d'Uttarakhand considérait le Gange et la Yamuna, son affluent, comme des personnes morales et les gratifiait des droits afférents. Plus récemment, en 2045, une plainte en justice avait été déposée au nom de l'archipel panaméen de San Blas, aux Caraïbes, submergé en grande partie par les eaux en raison du réchauffement climatique et, selon ses avocats, de l'inaction humaine. L'année suivante, un autre ensemble d'îles, les Tuvalu, en Polynésie, demandait réparation à la Chine, tenue pour responsable par ses émissions de gaz à effet de serre, de l'engloutissement de son territoire par les eaux. Et en 2048, dans l'archipel indonésien des îles
Raja Ampat, en Papouasie, la barrière de corail était reconnue comme sujet de droit naturel, devenant par là même l'employeur officiel de milliers de personnes de l'industrie touristique. Vu de l'Hexagone, pour beaucoup encore, tout cela était symbolique. C'était avant tout de la communication. Et puis c'était l'Inde, ou la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, l'Indonésie, c'était loin, c'était leurs croyances et leurs lois animistes. On voyait des âmes partout là-bas, dans la forêt, dans les montagnes, dans les fleuves, dans les champs. Le droit des animaux, cela dit, avait évolué en France. Mais c'était des êtres sentants, c'était différent. Pour les êtres de la nature, toute tentative de leur accorder la personnalité juridique s'était soldée par un échec. L'Aneto, dernier glacé survivant dans les Pyrénées, disparut sans avoir le droit d'être entendu par la justice. Et la proposition de verser dommages et intérêts directement à l'entité naturelle terrestre Vallée du Rhône, suite aux crues dévastatrices du fleuve en 2043, fut un court temps médiatisée, puis rejetée par le législateur. En 2050, l'approche de Merkel, qui portait la parole d'un iceberg en justice, était donc inédite. Elle faisait sourire les médias dominants, qui au mieux laissaient émerger des interrogations éthiques, juridiques ou philosophiques. Au pire, sortaient d'emblée leur bouclier conservateur. Il fallait de l'audace pour porter une telle vision sur les plateaux. Mais d'audace, Myriam ne manquait pas. Merci Donc Raymond. voilà, tu as rejoint ce que tu disais de certaines jurisprudences qui existent d'ores et déjà depuis un certain nombre d'années, et puis d'autres que j'anticipe et que je projette ensuite dans le livre pour arriver jusqu'en 2050. Est-ce que d'ailleurs tu as choisi les points de vue, articuler les différents points de vue de manière égale ou pas? Est-ce que tu as choisi à un moment donné de donner encore plus de place à Samira? Est-ce qu'au contraire, elle était... alors, je vais couper le son. Voilà. Est-ce qu'elle était au contraire plus en retrait au départ? Comment a évolué justement, comment ont évolué les personnages et les focales que tu mettais sur chacun d'eux au cours de ton écriture? Est-ce que ça a évolué ou au contraire, est-ce que Samira a été cette figure de proue dès le début contre Dolomon? Non, Samira, elle était dès le projet d'écriture, elle était là. C'est peut-être plus sur le personnage d'Antoine euh, que je présentais, donc qui est son compagnon et qui est beaucoup moins moteur, effectivement, puisque son rapport au monde est dans une forme de... Les choses coulent sur lui et ne le mettent pas en action. Mais Antoine, il prend dans le livre, dans la troisième partie notamment, une énergie et une profondeur, peut-être en tous les cas une énergie que j'avais pas en tête à l'origine. Ma troisième partie, j'avais un synopsis assez précis du texte entre les trois parties, sauf pour la troisième où c'était encore un peu vague. Et finalement, la troisième, elle est beaucoup portée par le personnage d'Antoine qui prend de l'épaisseur, voilà, plus que de la profondeur, qui prend de l'épaisseur au moment de cette troisième partie. Ça, c'était fait prévu. Bon, je comptais laisser ce teasing tout à l'heure, j'ai dit qu'elle y perdait son couple. Vous avez compris qu'Antoine revient peut-être. Euh, oui, j'aimerais que tu nous parles peut-être de ce que tu as, de ce que tu as gommé au cours de l'écriture. Est-ce que ton manuscrit initial était beaucoup plus large? Est-ce qu'au contraire, il a fallu étoffer certains personnages, comme tu l'as dit pour Antoine? Euh, Comment ça s'est passé avec, notamment avec ton éditrice? Alors, j'ai pas vu qui était ton éditrice, tu pourras peut-être la citer, ou ton éditeur d'ailleurs. Mais j'aimerais que tu nous parles de ces relations-là, justement, entre éditeur et auteur, pour savoir comment ce roman qui a tellement de thématiques, qui a tellement de points d'ancrage, notamment à travers peut-être aussi l'histoire de Samira, qui est extrêmement riche. Là aussi, sur la première partie, non, mais ensuite, ça va se décanter aussi beaucoup pour ce personnage-là. Ce n'est pas qu'un roman, qu'un thriller écologique, ce n'est pas qu'une dystopie, ce n'est pas qu'un roman pur, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et justement, le rapport à l'éditeur aussi parfois permet de gommer, de corriger, de modifier l'angle, de modifier le point de vue d'un personnage. Comment tu as travaillé justement avec lui ou avec elle? Alors, ma première éditrice, c'est ma compagne. Si par édite, le mot anglais, on entend modifier, rectifier, effectivement, c'est la première personne à qui je fais lire le texte et qui m'apporte un regard
particulièrement précieux et un recul que moi je peux pas avoir sur mon texte. On a tellement de nez dedans et on est tellement travaillé par ça en permanence et depuis si longtemps qu'on n'arrive pas à savoir pour un lecteur qui arrive de façon un peu nouvelle dedans ce qu'il va percevoir de cette histoire et comment ça va fonctionner. Donc c'est le premier regard que j'ai où je retravaille à ce moment-là des questions d'équilibre. Je me souviens par exemple de certains. Alors il y a des choses très concrètes, par exemple, à l'origine, à l'arrivée de Dolomon à Cherbourg, il va donner une grande interview devant son iceberg. À l'origine, il y avait des échelles qui étaient placées sur l'iceberg et Dolomon, avec les journalistes, était posé à même l'iceberg. Et ma compagne me disait, mais très concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils vont faire des questions très concrètes que je m'étais pas posées, que j'avais pas forcément en tête. Donc là, ça peut faire évoluer une scène en fonction de ce regard-là, pour citer un seul exemple parmi beaucoup d'autres. Et après, mon éditeur, donc c'est un éditeur, c'est Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard, avec qui je travaille. Il formule, c'était le cas aussi sur le texte précédent, plutôt des grandes remarques plutôt que plutôt qu'un manuscrit qui serait à noter de partout. C'est plutôt quelques points ou quelques directions qu'il va identifier, notamment sur le personnage de Dolomon, le méchant du livre en quelque sorte, qui lui semblait trop caricatural, un peu trop méchant, et que j'ai essayé de retravailler en lui apportant plus de nuances. Et c'est important pour moi que le méchant ne soit pas que méchant, en effet, qu'il ait des failles, qu'on puisse se laisser convaincre aussi par certaines choses qu'il peut dire, se laisser émouvoir par lui. J'avais essayé de l'écrire en ce sens, mais pour Jean-Marie, c'était pas encore suffisant, donc je l'ai retravaillé de cette façon. Et à l'inverse, le personnage de Myriam lui semblait trop bon. Et donc j'ai essayé de retravailler aussi le personnage de Myriam en, en faisant en sorte que, même si cette voix qu'elle défend, qui me semble passionnante, elle puisse, enfin, ça n'empêche pas parfois d'être opportuniste ou de faire appel à certains stratagèmes pour arriver à ses fins. Donc, c'est des choses qui sont apparues ensuite. Et au moment de l'écriture, j'avais d'abord essayé, je m'étais dit d'écrire le texte chronologiquement. Je me suis dit, puisque ça commence en 2040, puisque chronologiquement c'est le début du livre, je vais commencer par écrire cette deuxième partie pour le lecteur qui se déroule au Maroc. Et ça fonctionnait pas bien, en l'occurrence, puisque les personnages existaient déjà pour le lecteur dans une première partie qui était abstraite, qui n'était pas écrite. Et donc, du coup, j'arrivais vite à des impasses. Et donc, je m'y suis repris différemment, même endroit que la personne qui lira le livre, et commencé en 2050 au début, à l'ouverture du livre, et que c'est ensuite par ce flashback de la deuxième partie que je l'écrirai, même si chronologiquement elle arrive à l'avance. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont jetées. C'est Gabriel Garcia Marquez qui disait que le bon auteur, on le reconnaît non pas à la quantité de ce qu'il a écrit, mais de ce qu'il a jeté dans sa corbeille. Et c'est en permanence, effectivement, essayer d'avoir la forme qui fonctionne, aussi bien au niveau de la structure globale, dire suffisamment de choses, mais sans en dire trop non plus, et au niveau ensuite de chacune des phrases et de chacun des paragraphes, de trouver un équilibre et d'essayer de jeter tout ce qui nous paraît superflu, ou tout ce qui va alourdir le texte, tous les échafaudages aussi qu'on met au moment de l'écriture, qui nous sont utiles, mais qu'il faut enlever ensuite pour qu'il y ait cette fluidité que j'ai voulu avoir dans l'écriture et dans la lecture du coup aussi. J'ai trouvé aussi que l'iceberg, tout à l'heure, on parlait de métaphores, de bêtes de foire. J'ai aussi vu une métaphore sur le corps. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais ce corps finalement qui est maltraité, qui est violé, qui est amputé, vendu aussi. Euh, mais ma question, c'est celle sur le consentement. J'ai l'impression qu'il y a... Le consentement, c'est une notion capitale dans ce texte-là. Il apparaît à plusieurs niveaux. Il apparaît à travers les populations locales qui ne sont pas consultées, les écosystèmes aussi, les acteurs privés, et évidemment les éléments naturels. Tu as mis en miroir justement ce consentement individuel et ce consentement collectif? Est-ce que c'était une... alors peut-être que je me trompe totalement, hein, peut-être que j'ai interprété beaucoup plus qu'il ne faudrait, mais j'ai eu cette apparition-là en tout cas. Non, je pense qu'effectivement, dès lors qu'on se dit qu'on va considérer l'iceberg comme un être,
ça pose des questions de ce type-là, d'appropriation, de violence contre cet être, etc. Et ça pose ces questions-là. Et la question du consentement et de la violence, oui, elle est au cœur de ce que vivent de ce que vivent certains des personnages du livre, en effet. Donc non, ton analyse, elle me semble juste. Après, c'est pas quelque chose qui est conscient au moment de l'écriture. Je le vois plus en t'écoutant, et ça me semble très pertinent ce que tu en dis. Mais je n'ai pas écrit le texte en me disant que je souhaitais aborder cette question du consentement et l'explorer sous ses formes, qu'elles soient naturelles ou chez les êtres humains. Ça s'est pas fait de cette façon-là. C'est plus une fois que le texte existe ainsi, effectivement, ça peut me sembler ça me semble une porte d'entrée intéressante et une interprétation tout à fait pertinente. Et je considère vraiment que le livre, il appartient ensuite à celles et ceux qui le lisent. Et c'est pas du tout parce que moi, je ne l'avais pas en tête au moment de l'écriture que l'interprétation n'est pas juste et n'est pas pertinente. Absolument pas. Est-ce que d'ailleurs tu t'es posé la question de personnifier encore plus cet iceberg en lui donnant une voix, en le faisant parler, en le faisant interagir? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'était beaucoup trop fantaisiste, mais est-ce que ça s'est produit? Est-ce que ça s'est posé comme question? Pour aller Non, encore plus loin que la personnalité juridique, pour lui donner encore plus de chair. ça aurait pu, c'est pas aller vraiment c'est pas aller jusque là. Et, et le fait de le considérer comme un être de la nature, ça veut pas dire, à mon sens, d'aller vers l'anthropomorphisme. Il s'agit pas de dire que l'iceberg, justement, a des pensées c'est pas la même chose, mais c'est de se dire vraiment que d'un point de vue juridique, c'est une solution pertinente, pardon, pour le défendre et pour lui permettre, d'exister. Mais je suis pas allé dans ce texte-là, j'aurais pu, hein, mais en l'occurrence là, avec ce projet-là, non, je suis pas allé vers l'écriture d'une voix de cet être de la nature. C'est pas comme ça que je me suis mis un peu à la place de l'iceberg dans la scène d'ouverture où effectivement il est traîné comme une bête de foire qu'on montre à la foule ou comme un trophée de l'époque romaine qu'on vient lors d'un triomphe montrer à la population. Mais au-delà de ça, non, j'ai pas entendu la voix de l'iceberg ou essayé de la retranscrire comme ça. Ça s'est pas fait comme ça. Très bien. Je pose toujours deux questions récurrentes aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu, en tout cas qui fait pas partie des 10 meilleures ventes aujourd'hui, que tu aimerais remettre au goût du jour, que tu aimerais mettre en lumière. Qui as-tu choisi ce soir, Rémi? Alors, j'ai choisi un auteur qui est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans, qui s'appelle Julien Boutreux. Je ne sais pas si tu connais, et ça m'étonne pas. Julien Boutreux, il avait reçu la même année que moi le prix du jeune écrivain que j'avais reçu en 2000 pour une nouvelle qui s'appelait Adeline, qui a été publiée au Mercure de France. Et Julien était un peu plus âgé, il avait 23 ans, donc moi j'en avais 15, donc il avait 8 ans de plus que moi. Et il avait publié, lui, une nouvelle à laquelle je fais un petit clin d'œil à un moment du livre parce qu'elle a un titre magnifique qui s'appelle 60 gouttes d'océan. Et c'était un moment important pour moi que de recevoir ce prix parce que c'était la première fois. Pour le recevoir, j'étais allé à Muret, à côté de Toulouse. Il y avait eu une cérémonie. Et c'est la première fois que je rencontrais des gens à peu près de mon âge, de la même génération, pour qui la littérature avait la même importance que pour moi dans ma vie, où je me sentais assez seul, justement, d'avoir ce rapport au livre, à la littérature. Et je pouvais assez difficilement le partager avec des gens de mon âge, pas pleinement en tous les cas. Et le fait de rencontrer à cette occasion des gens qui écrivaient eux aussi, qui voulaient porter une voix, une écriture, ça a été vraiment quelque chose de déterminant dans ma vie. C'est comme ça que j'ai rencontré Julien, qui depuis a publié plusieurs textes. Bah voilà, Neurones Miroir, c'est le dernier qui est sorti chez Paul Dair, que j'ai pas encore lu. En l'occurrence, il a dû sortir il y a quelques semaines ou quelques mois. Il me l'a envoyé, d'ailleurs, je l'ai sur mon bureau, mais je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu un autre des Paul Dair qui s'appelait le rasoir d'Occam appliqué aux poètes, qui est un très beau recueil de poèmes aussi. Il a publié chez pas mal de tout petits éditeurs. Il y a les éditions du Citron Gare, par exemple, avec ce livre qui s'appelle J'entends des voix, où il m'avait demandé de faire la quatrième de couve du texte pour le présenter. Et c'est une voix poétique que je trouve par la musicalité et par
il incarne le fait qu'en poésie, on n'est pas obligé de parler de la blonde et les rondes lunes dans le ciel, mais on peut parler de choses très concrètes. On peut parler de son frigo, on peut parler des places de parking, on peut parler de sa salle de bain. C'est ce que fait Julien dans ce livre qui s'appelle J'entends des voix. Et ce qui est une première force parce qu'il le fait avec une très belle voix poétique, en l'occurrence. Et quelque chose d'autre qui m'intéresse, c'est qu'il le fait avec beaucoup d'humour. Et c'est quelque chose qui revient dans ses textes. Il imagine qu'il parle avec Nerval, qu'il parle avec Ronsard, qu'il parle avec Gerasim Luca, et il leur dit des trucs étonnants et très concrets. Et c'est assez rare en poésie d'avoir de l'humour. Et j'apprécie Julien aussi pour cette approche-là. Et de livre en livre, il propose des choses assez différentes. Il avait un recueil d'anagrammes, par exemple, qui était sorti aux éditions Lunatique, qui est une autre forme d'humour en littérature qu'il mettait à l'œuvre, ou aux éditions Les Contentieux. Il y a un livre qui s'appelle Vous qui rampez sous ma peau, qui est un recueil de textes sur tout un tas de bêtes dans une approche complètement horrifique qu'il imagine être sous sa peau. Donc il a une diversité d'œuvres, mais qui est portée par la même beauté et le même engagement dans la langue. C'est des textes qui sont à très petit tirage à chaque fois, et je suis admiratif justement de son engagement justement dans la littérature. Lui-même a édité aussi certains livres de poésie en micro-édition. Ça s'appelle, il appelait ça la collection Chat. Ça, c'est le Chat de Mars, par exemple, qui est des livres tout noirs où il faisait des recueils de poèmes imprimés à la photocopieuse, je crois, et en très petit nombre d'exemplaires, mais qui font découvrir des voix sur lesquelles on ne serait pas tombé autrement. Donc pour tout ce travail, j'avais à cœur je vous invite à découvrir les textes de Julien Boutreux, qui sont pas toujours faciles à trouver pour cette raison-là, mais qui sont très beaux, avec un vrai regard de poète et beaucoup d'humour. Et par ailleurs, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des conversations justement passionnantes sur la littérature, qu'il s'agisse de poésie ou de la littérature américaine aussi, dont il est très féru. Donc voilà, Julien Boutreux. Très bien. On voit que que tu es fan. On voit. Ouais. La deuxième question, c'est celle de choisir un personnage de fiction. Alors, l'axolotl, non, hein, pour le coup, dont tu aimerais partager le corps pendant 24 heures. Et est-ce que tu changerais son destin? Alors, tu m'as envoyé la question hier et du coup, j'y ai réfléchi et j'ai eu beaucoup de mal à y répondre. J'arrivais pas à trouver. Je crois que c'est pas le rapport que j'ai à la littérature, justement, de me mettre forcément à la place du personnage, et même les histoires et les personnages que j'ai pu avoir beaucoup de plaisir à lire et à découvrir. C'est pas pour autant que j'aimerais vivre leur vie. C'est souvent des personnages qui sont dans des situations extrêmes, qui vont vivre des choses horribles, ou des personnages eux-mêmes très noirs qui vont porter des intrigues, mais ça peut me plaire justement de les rencontrer comme personnages, mais c'est pas pour ça que j'aimerais vivre leur vie, ni être dans leur peau pendant 24 heures, ni changer le cours des choses. Alors, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à un personnage dont j'aurais voulu changer pour le coup le cours des choses. C'est dans un texte de Pierrick Bailly, qui s'appelle Le roman de Jim, qui a été porté à l'écran récemment et qui a fait connaître le livre avec le film des frères Larieux. Moi, j'avais découvert très peu de temps avant les textes de Pierrick Bailly, que je connaissais pas du tout et que je trouve déjà magnifiquement écrits, portés par une écriture qui semble une forme d'oralité, mais qui est très travaillée, très écrite pour retranscrire cette oralité. Et effectivement, dans le roman de Jim, je me suis surpris à être vraiment en empathie avec ce personnage qui ressemble un peu à Antoine par certains aspects, où il laisse les choses couler sur lui. Il n'est pas moteur beaucoup d'actions, il va pas envisager des plans ou des choses machiavéliques dans son profil. Il laisse les choses se faire. Et j'avais envie de lui crier à la fin du livre, mais dis-lui que c'est ton fils, dis-lui que tu as été là pour lui, tu peux pas le laisser penser le contraire, tu l'as tellement aimé. Donc ça m'a vraiment envie de changer, tu vois, sa destinée, en l'occurrence, de ce personnage de Pierrick Bailly, qui est un magnifique auteur. J'ai lu plusieurs autres textes de lui, notamment Les Enfants des autres ou La Foudre, où on retrouve à la fois un peu le même type de personnage, la même très belle écriture,
Euh, et aussi le même cadre géographique, ça tourne beaucoup autour du village de Saint-Claude, du Jura plus globalement, donc c'est chouette aussi à retrouver. Mais ça répond pas à ta question et j'en suis arrivé à quelque chose qui va te faire rire, je pense. Je me disais que si vraiment je voulais peut-être pas vivre la vie du personnage, mais être plongé dans un autre univers, eh ben c'est peut-être retrouver l'enfance et aller chez Winnie l'ourson, figure-toi. Parce que Winnie l'ourson, ça me rappelle d'abord ma propre enfance. Euh, c'est les premières vidéos que je regardais en VHS que mes parents enregistraient. C'était les aventures de Winnie racontées par Jean Rochefort, pour qui du coup j'ai beaucoup de sympathie. J'avais beaucoup de sympathie puisqu'il était associé à Winnie l'ourson. Mais donc ça me rappelle ma propre enfance et ces mêmes souvenirs d'enfance. Mais en essayant d'y réfléchir un peu plus, je me disais que cet univers de Winnie, c'est un univers déjà où la gentillesse, c'est une valeur très importante et où les personnages sont empreints de gentillesse. Et moi, la gentillesse, ça compte parmi c'est même probablement la valeur, enfin, la qualité à laquelle j'accorde le plus de valeur. Et ils incarnent cette gentillesse-là, cette capacité à aller aussi vers les autres dans leurs différences, avec cet âne dépressif qui est complètement intégré au groupe et qui a sa place avec les autres personnages. Et c'est aussi une forme d'éternel présent. Je me souviens dans le livre, j'avais lu le livre aussi, il y a une formule où Winnie dit quel jour on demande à Winnie quel jour on est aujourd'hui et il répond ah aujourd'hui c'est mon jour préféré. Et je trouve ça très drôle et d'avoir un peu ce rapport immédiat au temps, cette forme d'innocence de l'enfance qui est à l'opposé du texte et un peu de nos vies où on est dans des projections sur ce vers quoi on va, ce vers quoi on a allé, on va aller, on risque d'aller et les désastres qu'on risque de connaître. Ben, pour toutes ces raisons, je me dis que ça ne doit pas être désagréable, en tous les cas pour 24 heures, de vivre De cette vie manger de du Winnie miel. l'ourson. Ça doit pas faire de mal en tous les cas. Ouais, j'aime bien le miel en plus. Donc voilà. Très bien, très bien. En effet, très belle référence. Tu l'as en effet bien explicité au-delà du dessin animé. Super. Ton écriture, elle alterne souvent aussi à la fois précision technique et aussi, de l'autre côté, des passages beaucoup plus lyriques. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que tu étais dans le Jekyll and Hyde aussi, dans le côté écrivain, est-ce que les choses se séparent dans ton dans ton esprit? Est-ce qu'au contraire, tu arrives à passer d'un style à l'autre sans aucun problème. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de verticalité dans ton écriture et en même temps, il y avait ce lyrisme extrêmement puissant. Alors, au travers parfois de certaines références poétiques et littéraires, notamment cette magnifique phrase de Victor Hugo, que je n'ai plus en tête, mais qui est magnifique, que j'avais notée. Bref, comment tu arrives à moduler aussi ta narration avec différents registres de style comme ceux que j'ai évoqués. Alors ça, c'est quelque chose d'assez conscient pour le coup. Et je pense que je le dois à Pascal Quignard. Parce que au moment où j'avais écrit Lava, avant de le publier et avant de l'envoyer à un éditeur, c'est particulier quand tu n'as jamais publié de livre, que tu as jamais proposé à quelqu'un de lire ton texte. Il y a un côté très très intime. Et aujourd'hui que j'en ai publié presque une vingtaine, aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel de dire bah voilà le dernier livre que j'ai écrit, de pouvoir le partager avec des lecteurs ou des lectrices. Mais au début, il y a quelque chose vraiment qui n'est pas du tout évident que de proposer son texte et encore plus probablement à l'état de manuscrit. Et il se trouve que Quignard, je m'occupais à l'époque du Festival du Livre de Caen qui s'appelait Passage de témoins. Je dirigeais le festival et je l'avais programmé pour une rencontre, une lecture musicale d'un de ses textes. Et on avait dîné ensemble et on avait sympathisé. Et après 1000 hésitations, j'avais demandé s'il accepterait parce que j'écrivais un manuscrit, mais juste de regarder, de savoir ce qu'il en pensait, parce que j'avais besoin aussi d'un regard de quelqu'un. Et donc, je lui avais envoyé le premier manuscrit de Lava qu'il avait eu la gentillesse de lire et très rapidement. Et il m'avait envoyé une très belle lettre pour m'en parler.
Et il m'avait fait cette remarque justement en disant qu'il y avait un problème d'équilibre entre les passages lyriques et les passages narratifs. Et au moment de l'écriture de Lava, j'avais pas ça du tout en tête, même qu'il y avait différents registres, certains lyriques et d'autres narratifs. J'étais vraiment dans le faire et pas du tout dans le recul sur ce faire. Et je pense que c'était très juste. Et j'avais retravaillé vraiment chapitre par chapitre Lava en essayant de me dire systématiquement, est-ce que là, je suis dans une forme de passage lyrique ou est-ce que je suis dans la narration et comment ça s'articule par rapport au chapitre précédent et comment ça va s'articuler par rapport au suivant. Et j'avais vraiment refait, complètement, beaucoup réécrit le texte en ayant cet aspect-là en tête. Et c'est un conseil, je pense, très précieux qui m'est resté depuis Lava et que j'applique systématiquement, je pense, quand j'écris, de me poser la question de qu'est-ce que lit le lecteur et qu'est-ce qu'il a lu précédemment en termes de registre et où est-ce qu'il va sur le chapitre d'après ou dans le paragraphe d'avant et le paragraphe d'après. Très bien, Et très belle parfois, c'est même anecdote. à l'échelle de la phrase, de te dire, tu peux être sur quelque chose de lyrique et à un moment essayer de casser ce lyrisme juste par une phrase. Je crois qu'il y a, si je me souviens bien, il y a un passage où je décris l'iceberg un peu avec majesté et lyrisme et enfin justement, et je clôt le paragraphe où je dis, en gros, c'était le plus gros bidule jamais tracté. Et par ce mot bidule, je voulais justement casser ce lyrisme pour pas qu'on soit exactement que dans une forme d'écriture lyrique que je voulais pas pour cet endroit-là. Et j'ai retrouvé la phrase de Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Voilà. J'aimerais que tu nous parles des feedbacks que tu as pu avoir des différentes personnes que tu as interrogées, que ce soit dans le domaine juridique ou environnemental ou dans n'importe quel autre domaine. Est-ce qu'il y a un point de vue qui a modifié aussi ta narration, ta manière de raconter? Est-ce que les sources documentaires que tu as pu avoir ont sensiblement modifié ce que tu as pu écrire ensuite? Non, j'ai pas réussi à rencontrer grand monde pour être honnête. J'ai lu beaucoup de textes et j'ai tenté de prendre contact avec un certain nombre de personnes qui soient euh, juristes ou des figures de l'écologie, en particulier des droits de la nature, mais ça a été des filets qui sont restés un peu malheureusement vides. Et au bout d'un moment, justement, s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait que j'attende encore des mois ces réponses ou pas. Et après relance, ça a été la même chose. Donc finalement, je me suis dit que j'avançais assez seul finalement dans l'écriture du texte. Euh, Encore une fois, nourri de tout un tas d'écrits sur lesquels j'ai pris mille et une notes et que j'ai lu très attentivement. Mais ça s'est pas tellement fait dans le dialogue avec des personnes, en l'occurrence. Ça s'est fait plutôt dans des dialogues avec des livres. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes prochains ouvrages, de ton prochain ouvrage, je ne sais pas, mais est-ce que tu travailles finalement déjà sur autre chose? Est-ce que Prélude à la goutte d'eau, tu le continues de le porter, évidemment, parce qu'il faut le porter, il vient à peine de sortir, c'est évident. Mais est-ce que déjà tu as commencé à écrire autre chose? On voit que tes styles sont très différents, de la poésie à l'enfance, au roman d'anticipation, au roman littéraire tout à l'heure dont on parlait avec Jean Genet et Abdallah. Il y a quand même un champ qui est extrêmement puissant. Tu as dit tout à l'heure que tu allais te concentrer et te consacrer, j'ai l'impression, au roman adulte, mais peut-être que j'ai mal compris. Mais est-ce que tu as déjà commencé le travail sur quelque chose d'autre? Oui, alors je sais pas si j'ai dit ça, mais effectivement, il y a notamment un autre roman adulte, mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie d'écrire pour la jeunesse ou d'envisager des romans graphiques, pas du tout. Mais effectivement, il y a au moins deux autres choses qui sont sur le feu, que j'ai mis sur le feu. La première, qui est un roman effectivement adulte, mais qui sera sur un registre très différent de celui-ci, pas dans l'écriture, encore une fois, mais dans l'approche. Je pense qu'on va plus travailler je vais plus travailler une forme de réalisme magique, qui est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et vers lequel j'avais envie d'aller. Et c'est ce que je souhaite explorer dans le prochain livre, donc qui sera pas un récit d'anticipation ni un récit écrit à partir d'une histoire vraie comme les deux romans précédents. Et parallèlement, ça va creuser une des questions que tu abordais au début, un autre texte qui sera plus réflexif sur les parallélismes justement entre l'écriture et la magie. Tu disais qu'on parle beaucoup de la magie des livres, la magie des mots, la magie de la littérature. J'aimerais justement explorer ce sujet et savoir si c'est une simple formule
que l'on emploie un peu par facilité, par analogie facile, ou s'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache là-dedans. Et justement, avec ce que je connais de la magie et de la littérature, essayer de proposer quelque chose qui explore cette question-là. Donc il y a ces deux textes-là sur lesquels je travaille en ce moment. J'aurais pu le parier. Parce que clairement, le réalisme magique, on le sent poindre. On sent la Ah oui? petite, on sent qu'il y a une envie particulière pour cela. Il y a une question de C'est Laurence qui rigolo. demande d'où est venue l'idée du nom de l'iceberg L213B. Alors, elle a pensé à l'astéroïde B612. Moi, j'ai plus pensé à l'association L214. Mais est-ce que c'est lié ou pas du tout pour le coup? Mais c'est vrai que le nom est particulier. Non, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Fallait que ça soit. On leur donne souvent des chiffres et donc c'est un peu un mélange de tout ça. C'est venu comme ça. Pour le coup, c'est venu un peu comme ça, le L213B. Très bien, très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un deuxième extrait, un second extrait. Rémi, c'est à toi. Et bien, le deuxième, je l'ai choisi dans la deuxième partie du livre, donc où on est en 2040, on est au Maroc. Et en 2040, au Maroc, un certain nombre de populations sont hébergées dans des logements qui sont gérés par l'entreprise de Dolomont, par la Dolco. Et donc, c'est ce passage-là que je voulais lire. Sur ces terrains s'érigèrent les villages Dolco, qui poussèrent comme des arganiers dans le sud du Maroc. L'acronyme désignait des villages dotés de logements conventionnés par un accord passé entre la Dolomont Corporation, l'État marocain et l'Union européenne. Chaque acteur de la convention tripartite y trouvait son compte. L'État marocain déléguait à l'entreprise la construction et l'administration d'unités d'hébergement pour accueillir dans des conditions dignes les populations arrivées massivement et clandestinement d'Afrique subsaharienne. Elle proposait à chaque famille une tiny house, un container aménagé en habitation, et une dolco filtreuse. En même temps, le royaume était célébré sur la scène internationale comme un modèle pour sa gestion de l'eau et des flux migratoires. L'Union européenne, à coût de milliards d'euros, finançait presque intégralement le projet, officiellement pour venir en aide aux populations d'Afrique, victimes des bouleversements climatiques, officieusement pour externaliser ses frontières, maintenir les migrants sur l'autre rive de la Méditerranée. Et la Dolco, forte de son expertise en la matière, protégée par brevet, évitait la concurrence et raflait tous les appels d'offres, les uns après les autres, en engrangeant des bénéfices colossaux pour savoir transformer en paradis l'habitat en milieu hostile. Si les publicités vantaient la gratuite pour les migrants de logements convenables et d'une eau éternelle, il n'était jamais de travail était utilisé pour payer les factures de leur accueil dit gracieux. Que cette eau, ces logements, étaient conduits Dolco à l'exécution de ce que l'entreprise appelait des services. Des services de ménage, de ramassage d'ordures, de triage des déchets, de charriage de fruits, de nettoyage des intérieurs, des extérieurs, des voies urbaines, de gardiennage de domicile, de parking de chiens, d'enfants, d'écaillage de poissons, de lavage de voitures, d'achalandage de magasins, des services pour tout âge. Les 10 services rendus l'étaient en échange de bons d'achat délivrés par la Dolomont Corporation, utilisables exclusivement dans les 2 magasins qu'elle possédait, à At-Toulal, où les prix pratiqués étaient bien supérieurs à tous ceux du marché. À défaut d'enrichir celles et ceux qui lui rendaient, les services venaient accroître les marges bénéficiaires déjà records de l'entreprise. Les villages d'Olko, pour Aya et Samira, pour Seydou, pour celles et ceux qui y vivaient, étaient en somme de grands ghettos. Donc ça, c'est un passage dans la deuxième partie du livre. Merci, Rémi. Eh bien, nous arrivons à la lisière de cette rencontre et le livre reste debout, plus large que nos mots. Ce soir, nous n'avons pas dompté la fable, nous l'avons écouté respirer, nous avons suivi la trace d'un iceberg comme on suit une vérité difficile. Les scènes que nous avons disséquées comprennent désormais nos regards. Il y a dans ce roman une patience qui travaille contre la panique, il y a aussi une colère discrète qui refuse l'économie du renoncement. Mais la goutte d'eau est lourde des choix que nous refusons parfois de voir. Rémi David nous a montré les rouages et les noms, il nous a tendu la responsabilité.
La littérature ce soir a été un agent de translation. Elle a déplacé le poids de l'indifférence. Quelle que soit la route que prendra le lecteur après cette rencontre, le livre demeure. Il continuera de travailler en silence dans des trains, des jardins, des bureaux, des dortoirs, et les conversations qui suivront garderont un certain parfum salin. Si la politique traîne, si le droit balbutie, si le marché continue, la littérature offre une boussole qui n'est pas normative, mais bien lucide et exigeante. À vous, lecteur, la question posée est simple et terrifiante. Que faites-vous avec cette connaissance? À vous, juristes, militants, citoyens, quelle action concrète arracherez-vous à l'inaction? Rémi David a fait le choix de nous porter par l'entremise d'un récit. Il a mis l'émotion au service de la raison, et nous avons été témoins d'un roman qui refuse les facilités et demande de la durée. En sortant, que nos gestes soient un peu plus conscients, que nos paroles pèsent davantage, car la responsabilité collective ne s'écrit pas seulement dans des lois, quand l'eau devient enjeu de pouvoir. Il nous revient maintenant de transformer l'émotion en action, la stupeur en projet, que cette rencontre demeure comme une étincelle, un prélude à d'autres engagements, et que la goutte, désormais entendue, ne retombe pas dans l'oubli. Et si l'on devait conclure en une seule image, prenons soin de chaque goutte comme d'une promesse. Merci, Rémi David, pour Prélude à la goutte d'eau aux éditions Gallimard, en partenariat avec le festival Terre de Parole qui commence bientôt. Merci, Rémi. Merci beaucoup, Anthony, et puis merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette rencontre. Et effectivement, Terre de Parole, juste pour en dire un mot, c'est le festival pour lequel j'ai le plaisir d'être auteur associé. Donc, je m'occupe de la programmation du festival depuis 6 ans maintenant. Et festival qui a lieu en Seine-Maritime, en Normandie, du 23 au 30 mai en l'occurrence, et qui est porté par une équipe formidable. Et ça m'apporte aussi un équilibre que d'être dans la solitude de l'écriture une grande partie de mon temps face à mon ordinateur, mes doutes, mes questionnements, mes errements, et parallèlement d'être dans une grande aventure collective et littéraire et artistique comme celle-là. Donc c'est une grande chance de pouvoir participer à ce festival pour lequel on va bientôt dévoiler la programmation. Voilà, et puis on fera deux rencontres les lundis 23 et 25 février avec les 6 auteurs, les 5 auteurs du prix Terre de Parole. C'est toujours un prix important chaque année en partenariat avec Lille où on interviewe, où on invite les 5 auteurs à parler de leur roman. C'est leur premier roman et pour le coup c'est un prix qui est extrêmement important également pour eux. Je vois que Maya Thirier est également là ce soir. Et donc voilà. On repartagera le festival Terre de Parole dans 15 jours, lundi 23 et mercredi 25, pour recevoir les 5 auteurs présents en Vlille. Merci à tous et merci Rémi encore. Bonne soirée, merci Au beaucoup. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.